téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur Congo Culture. Nous sommes là dans le cadre de l'émission Forum des chercheurs. Le Forum des chercheurs, c'est donc Benka Robinson et Monissia Chiwani. Nous allons recevoir aujourd'hui un chercheur herpétologue. Il s'agit du docteur Zassi Boulou Ange. Avec lui, nous allons parler de l'herpétologie. Nous allons, dans le cadre de cette émission inaugurale, recevoir un chercheur herpétologue. Il s'agit donc du docteur Zassi Boulou Ange Ghislain, qui va nous parler de cette science, l'herpétologie, qui étudie les serpents. En tout cas, on va décortiquer un certain nombre de choses, surtout découvrir tout ce qui est lié aux serpents. Les modes de reproduction, les techniques de traitement en cas d'attaque de serpents, bref, tout sur le serpent grâce à cette émission Forum des chercheurs. Alors, docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous vous recevons dans le cadre de l'émission inaugurale Forum des chercheurs. Et la première question qui nous vient à l'esprit, c'est qui est le docteur Zassi Boulou? Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui vont vous suivre? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole accordée. Je suis docteur Ange Ghislain Zassi Boulou. Avant d'être docteur, j'ai fait un parcours de combattant. Donc, je suis né un certain 2 juillet 1975 à Pointe-Noire. J'ai fait mes études primaires à l'école 31 juillet 1968 en Vouvou. Après, je suis allé faire mon collège au CG Les Trois Glorieuses de Pointe-Noire. Et après mon BMG, je suis allé, à l'époque, c'était le lycée Karl Marx, qui par la suite avait été débaptisé lycée Victor Augagneur. Et donc c'est en 1995 que j'ai obtenu mon baccalauréat D. Et tout de suite, je me suis inscrit à l'université, donc à la faculté des sciences à l'époque. Et avec tout ce que nous avons connu, eh bien, la guerre de 97 arrive. Au lendemain, donc, à la fin de cette guerre, j'ai dû migrer de la faculté des sciences. J'ai fait donc un concours pour aller à l'école. À l'époque, on l'appelait l'Institut de développement rural, ex-IDR. Aujourd'hui, qu'on appelle l'École nationale supérieure d'agronomie et de foresterie, où j'en sors avec un diplôme d'ingénieur de développement rural. Donc, ça se passe en 2004. Et par la suite, j'ai décidé d'aller parfaire mes connaissances encore à la faculté des sciences où je me suis inscrit au 3e cycle donc pour préparer mon doctorat. Donc c'est ainsi que je vais m'inscrire à la faculté des sciences déjà dans le domaine de l'écologie végétale, schéma faisant. Après avoir validé la première partie, la partie théorique, le combat devait se poser maintenant au niveau de la pratique, donc aller sur le terrain et revenir défendre son DEA à l'époque. Et M. Zassi, aujourd'hui, travaille à l'IRSEN. Je travaille à l'IRSEN depuis toujours. Et je dois vous signaler que je suis rentré à l'IRSEN depuis que je suis stagiaire, donc quand je suis venu pour préparer mon diplôme d'ingénieur. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y suis. Et ça fait combien d'années déjà? Et ça me fait pratiquement, il faut compter, 23 ans à ce jour. Un cadre maison. Voilà. Alors, M. Zassi, il y a beaucoup de sciences, mais pourquoi vous avez tenté votre chance à l'herpétologie? Parce que c'est vrai, c'était un avis, c'était à celui qui veut. Et vous étiez déjà quelque part. Est-ce que c'est l'opportunité que vous avez vue ou bien en vous, il y avait déjà quand même ce sentiment-là de pouvoir toucher à cela? Ce qui m'a d'abord frappé, c'est de voir le nombre de personnes qui sont mordues par les serpents et qui, en fait de compte, ne trouvent pas de solution dans notre pays. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il n'y avait pas moyen pour migrer sur cette piste-là? Question peut-être d'apporter tant soit peu quelques solutions à mon pays et surtout que nous sommes en train de vouloir nous développer. Et donc, tous les secteurs doivent être mis à contribution pour que justement on essaie d'apporter la pierre à l'édifice. Voilà, dans le souci d'apporter une réponse aux multiples problèmes qui s'opposent surtout au milieu paysan, en cas de morsure de serpent, où les remèdes sont presque inexistants. Nous aimerions que vous nous parliez brièvement de l'herpétologie. Alors, merci beaucoup. L'herpétologie,
c'est une partie de l'histoire naturelle, donc une partie de la zoologie, mais qui, elle, va s'intéresser exclusivement aux reptiles et aux amphibiens. D'aucuns pourront me dire, mais pourquoi on va étudier les reptiles et les amphibiens ensemble? Parce que ça, c'est ça d'abord la question. Parce que quand vous voyez l'arbre phylogénétique, vous allez voir qu'entre les reptiles, la classe des reptiles et des amphibiens, vous avez d'autres classes, classes intermédiaires. Mais pourquoi avoir choisi deux grandes classes comme ça qu'on étudie ensemble? Simplement, le lien, il est trophique. Parce que là où vous avez trouvé un amphibien, ipso facto, vous trouverez un reptile, un serpent. Donc c'est l'aliment, les amphibiens constituent en ce moment un aliment préféré pour les reptiles, donc particulièrement les serpents. Voilà pourquoi on a pensé les étudier ensemble, donc dans ce grand ensemble qu'on appelle l'herpétologie, qui n'est autre que la science qui étudie les amphibiens et les reptiles. Vous avez parlé de la dangerosité du serpent. Nous savons tous que les serpents sont très dangereux et il y a aussi la toxicité du venin. Docteur Mboulou, quels sont les effets et les actions du venin sur l'organisme humain? Vous et nous avons ce qu'on appelle la glande salivaire. Mais eux, le venin, c'est à l'image en fait de compte de la glande salivaire, mais chez eux, c'est la glande à venin. C'est la glande de Jacobson. Quand vous faites l'anatomie du serpent, vous allez voir que cette glande est située juste après la tête, donc entre la tête et le cou. Donc c'est en arrière de la tête, c'est là où est logée cette glande dans le serpent. Alors, la toxicité, c'est une notion variable. Parce que déjà, la toxicité d'un serpent, il faut comprendre que varie d'une espèce à une autre. Parce qu'on peut avoir la même espèce, mais déjà au sein de la même espèce, il y a ce qu'on appelle une variabilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux prendre la même espèce, je prends par exemple l'exemple d'un cobra forestier que je prends au nord du Congo. La même espèce va être capturée à Pointe-Noire. Croyez-le-moi que ces deux individus de la même espèce n'auront pas la même toxicité. Donc il y a plusieurs choses qui vont influer. Mais la toxicité, le venin en lui-même, c'est quoi pour le serpent? C'est en quelque sorte une arme de défense. Parce que ça lui permet de neutraliser toutes ses proies. Docteur, quels sont les traitements contre le venin en cas de morsure par un serpent? Nous avons en matière de venin plusieurs types de venins chez le serpent. Vous avez les venins neurotoxiques qu'on retrouve chez les cobras, les mambas, c'est-à-dire les serpents appartenant à la famille des élapidés, c'est-à-dire ces serpents qui sont réputés être rapides. En moindre contact, ils doivent vous mordre. Donc vous avez les cobras, vous avez les mambas, tout ce que nous connaissons, et une bonne partie des serpents de mer. D'autre part, vous avez le venin dit hémotoxique. Le venin hémotoxique, nous allons retrouver ce venin chez la plupart des vipères. Alors, hémotoxique, c'est un venin ici qui viendra pour infester le sang. Donc, il va détruire les composants du sang au point où la victime qui est mordue par une vipère finit par mourir, s'il ne prend pas d'antidote, bien sûr, à la suite d'une hémorragie. Et donc, l'hémotoxicité de ce venin va agir directement sur le sang au point où il va casser le système de coagulation sanguine qui est naturel, qui nous est produit par notre système immunitaire. Tout ça, ça va être bousillé de telle sorte que la victime continue par à saigner jusqu'à ce qu'il meure. Mais au-delà de ça, vous avez par exemple des venins, des cardiotoxines, des venins spécifiques qui, eux, vont agir surtout sur le cœur. Donc sur le myocarde, donc le tissu du cœur. Vous avez les myotoxines qui vont agir sur la peau. Donc bref, vous avez beaucoup de séquences de venins. Mais attention, il y a de tous ces venins, comme je vous ai dit, c'est le serpent les utilise en matière de défense, tout comme en matière pour atteindre ses proies. Et en quoi consiste la pierre noire dans le traitement en cas de morsure? Bon, merci beaucoup, parce que ça c'est une question. Voilà d'ailleurs ce qui nous a amené jusqu'aujourd'hui à nous focaliser dans ce domaine qui aujourd'hui est très très mal connu. Parce que je dois souligner que l'herpétologie en tant que telle, tous
du moins ceux qui ont fait les sciences naturelles, ont fait une partie de la zoologie dans leur cursus. Mais nous n'avons pas étudié le serpent ou encore les reptiles, moins encore les amphibiens tels que nous le faisons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, notre travail, c'est de comprendre ce que c'est le serpent, là où il vit, ce qu'il mange, comment il se reproduit, ainsi de suite, toutes les questions liées aux reptiles et aux amphibiens. Et donc, la question de savoir l'importance de la pierre noire. Le contact, la morsure entre le serpent vers un individu peut être une morsure sèche. Ça veut dire que, bien que le serpent peut être venimeux, il peut vous mordre, mais il n'est pas obligé d'inoculer le venin. C'est ce qu'on appelle une morsure sèche. D'autre part, vous avez une morsure venimeuse ou encore infestée. À ce moment, on parle de l'envenimation. Alors l'envenimation, ce n'est autre que le devenir du venin dans un organisme donné. Ok? Et c'est à ce moment où les différentes solutions comme la pierre noire viennent maintenant. Mais c'est quoi, c'est la pierre noire? Alors, je peux vous dire aujourd'hui, d'ailleurs, je l'ai fait à la radio rurale, j'ai dit, cliniquement parlant, la pierre noire n'a aucun effet sur l'envenimation. La pierre noire ne peut pas vous régler les problèmes de venin. Ça, il faut que ça soit clair. La pierre noire n'influe pas sur la toxicité du venin. Les gens vont me dire, mais oui, mais quand on a pris la pierre noire, on met sur la partie où on a été mordu, tout de suite, il y a une sorte d'adhérence. Oui, mais c'est quoi la pierre noire? C'est des débris de végétaux, c'est une matière spongeuse, telle que dès que vous posez la paf, ça colle. Et vous avez l'impression que le fait que ça adhère, ça soutire le venin. Faux. Cette expérience a été démontrée ici à Brazzaville, pendant nous avons été édifiés et formés lors de la 4e conférence sur les envenimations, je pense, tenue à Brazzaville en 2007, où les expériences ont été faites au laboratoire en faisant venir les pierres noires de la sous-région, Afrique centrale, où on a testé des lots de souris et la finalité, c'est que toutes les souris mordues par les serpents venimeux à qui on avait attaché de la pierre noire, question de voir son efficacité, toutes les souris ont été déclarées mortes. Et donc, d'où la conclusion pour vous dire aujourd'hui que la pierre noire, cliniquement parlant, n'a aucun effet sur le venin d'un serpent. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'espèces de serpents vous avez déjà répertoriées au Congo? Nous sommes parvenus à identifier 67 espèces de serpents. Donc partant de Ngabé jusqu'au dans le Kwilu profond. Donc voyez-vous sur les 7 départements. Donc nous avons, dans le cadre de nos travaux de 7 espèces. Maintenant, à ce jour, les travaux sont en train de continuer dans notre laboratoire. Je peux vous dire que nous avons mis déjà derrière, ce sont des étudiants que nous avons mis sur un certain nombre de thématiques qui sont en train de travailler, mais déjà en 2009, nous étions déjà à 67 espèces serpents uniquement, sans compter les autres reptiles et les autres amphibiens. Et donc voilà à peu près, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a un travail à l'issue de ces travaux. Nous saurons, d'ailleurs, il y a un catalogue en préparation que nous allons mettre à la disposition du grand public, parce qu'il ne faut pas que le Congolais reste dans l'ignorance, parce qu'il faut que le Congolais sache tel serpent il est venimeux, tel autre ne l'est pas. Et donc c'est à l'issue de ces travaux que vous aurez exactement le nombre d'espèces que nous avons déjà inventoriées à ce jour au Congo, bien entendu, tenant compte de la revue bibliographique, de tout ce qui a été fait. Je puis vous dire que nous sommes au-delà de 67 espèces que nous avons mis dans notre thèse. Quelles sont les techniques que vous utilisez pour attraper ces serpents et les garder? Est-ce que vous ne courez pas assez de risques en faisant ce travail? En tout cas, merci encore, monsieur le journaliste. C'est une très très bonne question. Vous voyez, je vous ai dit d'entrée de jeu que c'est une passion en réalité. Les méthodes, aujourd'hui, il y en a 2. Vous avez d'un côté les méthodes dites actives. Les méthodes actives sont basées essentiellement sur les patrouilles, donc les fouilles. Nous sommes en forêt, nous regardons
toute la diversité qui s'y trouve, donc tous les endroits propices, tous les habitats propices qui peuvent regorger les serpents. Les troncs d'arbres morts au sol, les feuilles de la litière au sol, voyez-vous, sur les arbres. Donc tout ça nous fouillons tel que les autres qui chassent les grands mammifères, par exemple les mammifères, le font. Nous, à l'image, nous n'allons pas utiliser les fusils, mais nous avons ici, avec les pinces que nous utilisons, les pinces sont de plusieurs sortes, de plusieurs tailles, en fonction de l'objectif visé, bien entendu. Donc, les méthodes actives ici vont nous permettre, le fait de marcher en forêt, en savane ou autour des habitations, de faire des fouilles, nous permet de recenser un certain nombre d'individus, un certain nombre d'espèces pour lesquelles nous pouvons qu'observer au moment où nous sommes là. Je dois vous dire que le comportement ici du serpent, vous avez des espèces qui ne sont que nocturnes, vous avez des espèces qui sont à la fois diurnes, donc aussi bien le jour et la nuit. Et donc vous avez des espèces comme ça. Donc le fait de fouiller les coins et recoins en forêt, en retournant les feuilles mortes, en observant les arbres, ça on peut être amené à voir les serpents, les capturer et donc les mettre. La deuxième méthode qui est tout à fait passive, c'est celle qui est basée sur le piégeage. Alors, en ce qui concerne le piégeage, il y a plusieurs types de pièges que nous utilisons pour le serpent. Bien entendu, ce ne sont pas des pièges de manière à détruire la biodiversité, mais des pièges qui nous permettent simplement d'avoir l'individu, de l'observer au besoin, de prendre un échantillon, mettre au laboratoire, sinon nous les relaxons, étant entendu que nous les avons déjà au laboratoire. Donc vous avez des pièges, par exemple, à force que nous utilisons. Nous avons, par exemple, pour des espèces aquatiques, nous utilisons du matériel moins onéreux, genre filet de pêche, de telle sorte que ce n'est pas à la manière de nos amis qui étudient, par exemple, qui font de l'ichthyologie, donc l'étude des poissons, mais nous, les filets ne vont pas être totalement immergés dans l'eau, mais une bonne partie va être immergée, une autre partie va être au-dessus de la surface de l'eau, question de rattraper les espèces qui nageraient à la surface de l'eau. Et donc, vous avez, par exemple, des filets de pêche, vous avez aussi les contributions, par exemple, fortuites des populations. Imaginez, par exemple, une maman qui va au champ, qui trouve un serpent, qui se débat et qui réussit à neutraliser le serpent. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de connaître ce que nous avons au pays. Un tel spécimen peut nous être apporté, nous l'identifions et si nous trouvons des informations que nous n'avons pas, ça constitue un élément important pour le pays. Donc les méthodes, pour revenir, il n'y en a que deux. Nous avons d'un côté les méthodes actives et de l'autre côté des méthodes passives. Les méthodes passives, c'est basé uniquement sur le piégeage. Par contre, les méthodes actives sont basées sur les patrouilles et les fouilles. Donc voilà un peu en gros. Et docteur, maintenant, dites-nous quelles sont les espèces les plus en vue au Congo? En ce qui concerne les serpents, nous avons une très grande famille qu'on appelle la famille des colubridés, donc les couleuvres. Les couleuvres sont en grand nombre. Déjà sur la surface terre, c'est la famille qui retient le plus grand nombre d'espèces, en termes d'espèces, et même en termes d'individus. Bien entendu, parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de serpents qui au Congo, les gens croient être venimeux, mais ne le sont pas. Ne le sont pas. Je peux vous dire aujourd'hui, les études que nous avons jusqu'à ce jour nous permettent d'estimer le taux des serpents venimeux et des serpents non venimeux. Aujourd'hui, par exemple, je peux vous dire que nous sommes à peine à 20% d'espèces connues du Congo qui sont venimeuses, alors 80% ne le sont pas. Vous avez donc la majorité des serpents au Congo, vous avez plus une bonne partie des serpents dits non venimeux, mais croyez-le-moi, déjà qu'en regardant le serpent, ça crée une certaine peur. Exactement. Ce qui fait qu'on est obligé de les tuer n'importe comment. Mais sinon, très peu sont des espèces venimeuses. Encore que parmi les espèces venimeuses, il y a la dangerosité est un peu étalée, échelonnée, parce que selon la virusité de tel ou tel autre venin. Donc voilà un peu... Alors, conseil d'un herpétologue, qu'est-ce qu'on doit faire devant un serpent? Voilà. Qu'on est face à un serpent. Quelle est la conduite à tenir? Alors, merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question parce que généralement, quand on voit un serpent, on a tendance à paniquer.
Mais quand on voit un serpent, rassurez-vous que c'est un être vivant comme vous. Le serpent aussi a droit à la vie. Alors, quelle attitude prendre? Le serpent, en réalité, quand vous êtes en face d'un serpent, ne paniquez pas. Votre silence, votre calme va faire de telle sorte que même si un cobra s'est dressé, il finira par s'abaisser, remettre son cabochon en place et partir. Parce que la panique fait de telle sorte que le serpent, lui aussi, se dise, mais tiens, ce monsieur qui est en face de moi peut-être constitue pour moi un danger. D'entrée de jeu, retenez que le serpent n'attaque pas, le serpent se défend. J'aimerais soulever ce point qui est souvent vécu dans les milieux ruraux. On dit que dans les villages, il y a des totems ou des fétiches que pourraient posséder certaines personnes pour faire face au serpent, pour dompter le serpent. Est-ce que vous, en tant que chercheur, vous confirmez cette assertion? Bon, merci beaucoup. Vous avez dans tous les domaines, vous avez dans tous les domaines de la science, vous avez le côté un peu mysticisme. Et c'est des questions que nous regardons dans ce qu'on appelle l'ethnozoologie. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à nos traditions, nos coutumes, nous les regardons dans ce volet-là. Et bien entendu, en tant que Bantou, nous avons nos réalités. Nous avons nos us et coutumes. Aujourd'hui, vous avez par exemple, je me souviens encore, j'ai fait un voyage dans la Likwala, dans le district de Pena, précisément dans un village. Il y avait un notable que lorsqu'on vous a mordu par un serpent, pourvu d'aller dormir dans son lit, vous étiez épargné de l'envenimation. Vous avez des considérations comme ça. Mais nous, en tant que scientifiques, c'est des choses que ici, on ne peut pas démontrer. Ça relève purement du mysticisme. Mais c'est des choses qui existent. Alors, ce que je peux y dire, c'est que en matière de mysticisme ou encore de rites, oui, les rites existent. Vous avez de ces familles qui en ont fait pour du serpent leur totem. Là, vous n'allez pas le leur... Il y a des familles aujourd'hui que si vous avez un serpent, il ne veut même pas voir en face de lui un serpent. Sinon, ce serait un affront. Donc, vous avez des aspects comme ça. Mais scientifiquement parlant, bien entendu, comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est des domaines que nous allons ausculter de telle sorte que, en y mettant des étudiants, question de comprendre exactement ce qui se passe dans le milieu. Donc quand même vous diront que non, vous voyez par exemple pour les grands bagarreurs, là, ceux qui aiment se battre, ils sont obligés de faire un certain nombre de scarifications, manger la tête des pitons, ainsi de suite. Bon, vous voyez, vous avez des considérations comme ça. Et on le retrouve parfois avec la force de ces reptiles. Justement, c'est-à-dire vous avez, en fait, quand vous sentez en ces personnes-là une sorte de transformation, donc une sorte de mimétisme, c'est-à-dire il recouvre là les instincts même de l'animal dont il est question. Donc, c'est des aspects, certes, qui existent, mais que nous allons explorer dans le cadre de nos travaux. Est-ce que tous les serpents sont comestibles? Est-ce que le fait de manger le serpent, c'est un affront pour l'herpétologue qui est en face de nous? En tout cas, bien entendu, mon frère. Parce que, vous voyez, déjà, je vous parle de moi-même. Voilà. Ça me fait aujourd'hui 17 ans. Le seul reptile que je consommais à ce jour, jusque-là, c'était la tortue. Mais depuis 17 ans, je travaille dans ce domaine, je n'ai plus jamais raffolé une chair de tortue. Jusqu'à ce jour. C'est devenu des amis. C'est devenu des amis. Bien au contraire, je suis là. Celui que je vois qui tue un serpent à tort, ça m'interpelle. Croyez-le-moi, les serpents, les reptiles ou les serpents qui vont être consommés vont être fonction de la taille. Voyez-vous, ils ne vont pas prendre des plus petits serpents, ça ne va rien leur apporter. Ce qui fait que des espèces un peu trapues, un peu grosses, genre les vipères par exemple. J'ai cité par les vipères du Gabon, la vipère cornue, la vipère hertance, le python. Là aussi, je dois dire qu'on n'a pas de boa en Afrique, on a des pythons. Donc, ce que les gens disent que j'ai vu les boas, c'est à tort. Ça, il faut enlever ça de nos têtes. On n'a pas de boas en Afrique, on a des pythons. Cette émission est une émission en français
en lingala et en kituba. Et le principe, c'est que l'invité conclut en faisant un résumé dans une langue vernaculaire qui l'arrange. Alors vous avez choisi quelle langue pour faire votre briefing? Le kituba. Le kituba. Alors donc, Mbangi Zassi Boulou, il y a quel est maintenant Kinzon Sekenange, ça nous a besoin de beaucoup fi, wapi diambe de nakubumba, na nyoshi nge mkuza kuzonza. Matondo mingi pangi journaliste, c'est déjà mugena kuvutula beno matondo ya mingi parce que beto bisalu ya betre salaka kwa kuna katikati ya ba laboratoire beto pour que population kuzaba ya il faut être beno luta beno baki kimwangisangu ben kuiza beno kubaka ben mekwena kutula na basinga ba radio na ba télévision pour que bapangi ba meza ba mais il y a beteme zonzi la kilumba bubia ikele mamba ni mekutala mamba mekutaila bisalu ina mekukangama na kati ya science inba mekubokela na lumputu herpétologie yakele bisalu na kati kuna betke kutalaka kusosa kuzaba iki ke ba reptile donc imba kubokela ba nyoka ba tortue ba lézard ba crocodile pe na lueko ya kaka kutala ina ba mekubokela ba amphibiens, c'est-à-dire ba magorodo ba grenouille enfin bref ba ina nyoso ke na kati ya groupe ina na kuzaba ina betke na yao na Congo et wa faso ya kusalila. Et donc bubia yi betme mais ça la émission ça muna kuzaba iki bake bokila ka herpétologie et na kati kuna wapi bansalulu ina betoke kusalaka samuti na kusosa kuzaba ba nyoka nyoso ida betoke na kuétudier mume kuzonza ke ba méthode na kati kuna na kuzaba ba nyoka ina kena ba mfinda ya beto soit nzinga na ba injo wa beto yake ba méthode sol yaka kia betke neke kwenda fuye kimba me kubokela na lumputu ba patrouille ba fouille bete kwenda sosa na manima ba inzo na ba mfinda na ba savane kubalula ba itime kuzengana na ba brousse kubalulu ba makasa ina mekubwa na toto na kacha ba mfinda kutala si peut-être que na isi kuna banyo kame kubumbana ve est-ce que moi qui make kuna ke intéressé beto ke ve na isi kuna donc ani na bete yakaka ba méthode ya kaka betke salaka na kuzaba ba bibulu ina yakele méthode imba kubokela na lumputu méthode passive ina tina ndingi ya bwala na Kikongo ba mitambu ina betoke kusalaka parce yake na ba mitambu uniquement ya banyoka bitambu ya ba magorodo ba grenouille donc et puis na banyoka inike vuandaka na ba maza par exemple betmetala wake yake filet ya bambisi mbake lola bambisi batke utiliser veka kuna betke utiliser kia aussi samu na kusimba banyoka ina ke vuandaka na ba maza donc et aussi betme kutala wapi importance ya bisalu ya iki samu na iki betme zola kusala na demeni yai mume zabisa beno kaka te munu na kundima kisalu yai parce que ni mambo inge na kuluta na bwali ya beto bubia yi mingi ke na kufwa na bwali ya beto déjà année passée mumekuiza kusauver sur les 10 cas il mu recevoir ina ba kuiza bukila munu parce que bampangi munu muke docteur ya médecine ya la santé ve mais qui m'a betre salaka na bapangi ba docteur ya la santé c'est que si an me ku recevoir kana à l'hôpital a pangi nge mutuke sala bisalu yayi kuiza pesa munu nzila pour que mutala façon ya kusalila par exemple si mumekuiza muntu bametatika mumekuiza kutala mutindu basi ni andike na kupreza amulenzo yayi par exemple type ya nyoka mekutatika venait par exemple de type neurotoxique ou soit na basinia ya mesala onje ni vipère mutu metatikana kuna pe mpangi munganga mais zaba wapi mutindu ya manganga ya kusonika tout consort donc yina mesala que par exemple pour na eneya imekuluta et pourtant betke na Brazzaville mais 10 cas de morsure de serpent mais dans les 10 cas moi aussi betme déplorer moi na ya 8 ans kufwa kandi côté de la bled parce que nyoka tachikandi et c'est
bien après qu'on est venu, bah me kuiza couper sa beto bansango donc moyen vanda ya kusekourir yandi vanda kave. Donc bubia yi mambu ya ba nyoka imbetume kuwa bubia yi nyoka ke fuaka. Nina yauti betume sosa ku salila na domaine ya pour que beto aussi betu pesi ya betu ndambu na kutunga bwa la beto le Congo. Parce que na bansalulu ya beto betelenda kuzabisa bamfungu ya bwa la na place ya ibet salen façon ya pour éviter que ba mami ya beto batati ya beto baleki ya beto ba bibusi ya betike na babwala même na ba ville manisa na kufuave c'est vrai betike na makasa na bamfinda ina betelenda kusala mutini betime kuzonza bubie yake na mwa babima betike salaka na ya bukoko mais est-ce que c'est suffisant mume kuzabisa bena wa que par exemple yake na babantu balenda kutachika ngena nyoka nyoka ina kena poison yandi me alenda kubika poison ve mengenge kena matiti yange bako kubikaka ngeke kuiza pesa muntu ina me ngeme tal ke bilumbu me kuluta muntu ina me kufwa vengeke zonza ketizana ngeme kuma efficace mais en réalité ba me kubikela yandi poison ve donc yake na babimi ya fasuna mais nyoso ina bete kuzonza que c'est pas que betre na kulosa bukoko ya beto ve d'ailleurs na cadre bisalu ya beteme kuzonza ya betke kuvutukila parce que yake na ba makasi ya betu ya bwala ina beto ke na ku étudier ke kwaku na kuzaba exactement apport wapina yake na kunata samu na ku régler mambo ya babantu imbake kunata chikaka na banyoka donc kilumbi ya bubi ya vanda tete na kuzaba en grande partie bisalu ya betke sala na kati ya laboratoire na IRSEN laboratoire ya ba mekubokela laboratoire ya herpétologie mais je crois que na bilumbu ke kukuiza betoke kuzabisa beno ina ya ba détail plus et aussi muzola zimbana que kilumbi ya bubiai mambu ya kubaka o pierre noire ba meta chikenge na kutula na dikulu yake salaka taki mamosi v pierre noire lende soignenge v na microbe ya nyoka v yake simbaka ya v et aussi betime kuzonza ti si réellement ngeme kukutana na nyoka mambu ya kupanike ikeleve namu ya kutala boma ikeleve kengeme kuvwanda kaka ngevwanda kana na kijunu wangenyoso yani mosi nyoka kotandike kele ngeketala yandike baka nzila yandike kuenda et betime kutala pe ba mambu ina mekulie na bukoko beto je crois que betike kuvutukila yao mais bisalu kena kulanda mana katikati ya laboratoire inke kutala que par exemple betike vutukila en long et en large diambu ya mekutala sinyo kameku tatika nge wa faso ya kusalila wapi ba secours betulenda kusosa wapi bansalulu betulenda kusala pour que muntu ina kufuave ina je crois que na bapangi beno bapangi ba journaliste betike kuvutukila en détail est-ce que garoba ke sala kabake salave nyoso ina betike kuvutukila est-ce que muntu mame tatika est-ce que mulende benda yandi venena inu amunu nyoso ina betike kuvutukila ya pour que betkwenda expliquer que ba population pour éviter que bakubwa na bazereur ina donc tala pangi journaliste moi résumé ya yemuzola kupesa na ina mekutala émission betme kulitsa kilomba boubier en tout cas betme kutona ngemi merci mouy. C'était un plaisir de pouvoir recevoir le docteur Zassi Boulou. Nous avons appris beaucoup de choses, vous également certainement là où vous nous suivez. Il va revenir à nous dans une prochaine émission où nous allons parler de beaucoup plus de détails encore, surtout des aspects pratiques. Alors Bonicia, qu'est-ce qu'on dit à nos téléspectateurs? N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook Congo Culture et la chaîne YouTube Congo Culture TV. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre chercheur ou innovateur dans le cadre de l'émission Forum des chercheurs.